À Panem 360, je suis de retour avec Mathias Malte, qui est rendu un habitué des entrevues de Panem 360, pour leur prochain concert, le prochain concert de l'ensemble Caprice, avec la collaboration de l'ensemble Art Choral, dans lequel il va être à l'honneur la neuvième symphonie de Beethoven, mais dans un assemblage qui va opposer ombre et lumière un peu, d'une certaine façon, et Mathias Malte va nous en parler de ce programme qui aura lieu ce vendredi 14 février, une bonne date pour la Saint-Valentin s'il y en est une, et qui sera également présenté à Québec le 16. C'est bien ça, Tout à fait, le 14 février à Montréal, le jour de la Saint-Valentin, le 16, donc dimanche, à Québec, au Palais Excellent. Montcalm. Voilà. Donc, pourquoi avoir choisi de programmer la neuvième de Beethoven? Qu'est-ce qui était l'élément déclencheur pour vous de la programmer pour la saison de Caprice cette année? C'est une idée qu'on poursuit depuis longtemps déjà. On a commencé un cycle de symphonies avec des instruments d'époque. Et puis, pour nous, la neuvième, bien sûr, est comme le summum. Euh, il paraît qu'à Montréal, et j'ose dire à Québec aussi, ça va être la première, de ma connaissance, la première performance de cette grande pièce monumentale avec des instruments d'époque, ce qui change le son complètement de la symphonie. Donc, ça va être la première fois qu'ici, au Québec, qu'on peut entendre cette symphonie telle que Beethoven l'aurait entendue s'il n'avait pas été sourd, disons. Hmm. Ben, c'est parce que, comme vous savez, tout le monde sait, Beethoven avait des problèmes de surdité, donc c'était vraiment toute une histoire qui d'ailleurs avait aussi un impact à la première de la symphonie en 1824, quand il essayait de diriger la symphonie, mais avait un autre chef derrière lui qui pouvait vraiment suivre la musique, contrairement à Beethoven, qui des fois avait la difficulté à attraper les musiciens avec le propre score qu'il voyait devant lui sans entendre, bien entendre la musique. Alors, c'était ça la première motivation, de faire quelque chose qui n'a jamais été fait ici. Parce que je trouve c'est important pour le public au niveau du culturel de faire ce pas. Et il paraît, pour les musiciens, c'est aussi un grand pas. Donc, dans les milieux, quand vous parlez avec des musiciens qui font partie de l'orchestre, c'est vraiment un défi. C'est un peu comme monter le mont Everest sans oxygène. Si on fait la neuvième de Beethoven avec des instruments modernes, c'est toujours difficile, sans doute, mais les instruments sont faits en fonction de faire ça. Donc, si on prend la technologie et l'oxygène, c'est plus facile de monter le mont Everest. Ceux qui n'ont pas ces moyens technologiques, alors ça va être un peu plus difficile. Et ça, ce qu'on va faire, c'est ça ce qu'on fait. Et c'est très excitant. Alors, c'est vraiment, on dirait, un nouveau départ pour le mieux pour les musiciens avec des instruments d'époque ici à Montréal. Ça, c'était la première motivation. La deuxième était, bien sûr, nous, on veut vraiment présenter les grandes œuvres pour chœur et orchestre à la Maison symphonique où l'ensemble Caprice est maintenant établi avec sa série de concerts. On est le seul orchestre avec des instruments d'époque qui a une série de concerts à la Maison symphonique. Alors, c'est une salle incroyable, salle représentative. On veut bien sûr aussi représenter la grande musique représentative de leur ère. Pas seulement la belle musique, mais vraiment la musique qui vise plus loin, même dans son propre temps. Et la neuvième de Beethoven est clairement une des pièces, un phare qui a inspiré toutes les générations de compositeurs, Bruckner, Mahler. Tout le monde était si impressionné par cette pièce monumentale que ça a vraiment ouvert des nouvelles portes. Alors, tout ça mis ensemble, ça donnait vraiment qu'on arrive 200 ans après la première à Londres, qui était le commanditaire de la pièce, qu'on arrive carrément au moment parfait pour faire cette pièce avec des instruments d'époque à Montréal. Hmm. Vous le mentionnez, Beethoven, il marque un peu un tournant dans l'histoire de la musique, avec la neuvième notamment en 1824. Beethoven est décédé en 1827 et les historiens de la musique, on place souvent la mort de Beethoven comme étant le début de la période romantique, comme repère temporel. Euh, mais déjà à l'époque, il avait commencé à transgresser vraiment les règles au niveau de l'expressivité, au niveau des émotions qui sont mises en musique, de l'effectif orchestral.
alors qu'il était quand même, on est encore dans l'époque classique. Donc, est-ce que, justement, un des défis que vous mentionnez, outre le fait de jouer sur des instruments d'époque, est-ce que l'effectif orchestral, ça a été un défi aussi au niveau de l'adaptabilité du son, de comment vous disposez les instruments, de comment vous gérez les dynamiques? Est-ce qu'il y a eu des défis au niveau de cette représentation-là que vous faites? Tout à fait. En effet, pour l'orchestre, avec des instruments d'époque, des grands effectifs, comme on les utilise ici, on a plus que 50 musiciens sur scène, plus les chanteurs. C'est sûr que pour les musiciens, ça, c'est une nouvelle expérience. Donc, ça aussi, c'est vraiment agréable de pouvoir livrer une nouvelle expérience, non seulement à notre public, mais aussi aux musiciens d'ici. Oui, et c'est différent aussi, le setup sur la scène est différent et tout ça. Mais c'est surtout une des différences, d'ailleurs, aujourd'hui, comparé au temps de Beethoven. À l'époque, il y avait comme un certain nombre de musiciens professionnels, mais l'orchestre, sinon, était la bonne moitié de l'orchestre a été constituée par des amateurs Hmm, qui, à l'époque, à la première, quand c'est devenu trop difficile, arrêtaient juste de jouer pour reprendre le fil quand c'était plus facile. Et c'est sûr, aujourd'hui, ça, c'est impossible à reproduire. Ça se fait pas. hmm. Alors, nous, on a juste des musiciens professionnels sur scène. Mais je trouve cette histoire assez drôle parce que nous, dans notre manie de perfectionnisme, on oublie des fois que pour les gens à l'époque, c'était la nouveauté de la musique qui était plus importante que la pureté de l'interprétation. Et la chose dans l'esprit que nous cherchons, on cherche la perfection, bien sûr, parce qu'on est tous des professionnels, justement, on n'est pas des amateurs sur scène. Mais c'est beaucoup plus l'esprit de OK, qu'est-ce qui est nouveau dans la musique. Et on se rend compte que tout le monde à l'époque s'est plaint. Les chanteurs trouvaient ça trop aigu, trop mal, vraiment mal écrit pour les voix. Les musiciens ont dit, mais c'est impossible. Tout le monde connaît la fameuse histoire de Chopin-Tic, le premier violon, qui d'ailleurs était le premier violon de la première de Beethoven, de la neuvième de Beethoven, qui prenait un quatuor à cordes, lançait la musique à terre en disant que c'est injouable. Donc, les musiciens étaient vraiment offusqués par la musique, mais il y avait quelque chose là-dedans qu'ils aimaient. Et puis, il paraît que le public était le premier, pas les critiques aussi étaient très négatifs, mais le public était le premier à reconnaître la valeur de la musique. Donc, ce qui est arrivé durant le deuxième mouvement, durant le deuxième mouvement, pas seulement après, les gens commençaient à applaudir. Au point que Beethoven, mais avec ses problèmes de surdité, avait vraiment la difficulté à entendre le white noise en arrière des applaudissements et l'orchestre en avant. Et donc, c'est là où il s'est probablement perdu en dirigeant et où Michael Umlauf, le chef qui était derrière lui, qui avait vraiment toute la chose en charge, devait vraiment être fort pour diriger le bateau dans la bonne direction. Mais donc, au point que après les mouvements, les gens applaudissaient une autre fois autant qu'il fallait tout de suite sur place reprendre, rejouer le deuxième mouvement au complet. Et ça, je trouve ça très touchant de voir combien, et d'ailleurs, le mouvement est génial, et non seulement parce que la musique est très inspirée, il met aussi en valeur comme héros les timbales, ce qui, normalement, ça se fait pas. C'est comme la première fois que ça arrive dans l'histoire de la musique. Et que les gens dans la salle s'en aperçoivent tout de suite, réagissent tout de suite, et puis la chanteuse la soliste tournait Beethoven parce qu'il ne pouvait pas entendre ce qui se passait dans son arrière pour qu'elle voie les gens lancer leurs chapeaux et des mouchoirs pour que Beethoven puisse au moins voir ce qu'il ne peut pas entendre et c'est l'enthousiasme des gens. Alors ça, je trouve ça très beau en parlant de ombre et lumière. Il y a ce contraste comment le monde professionnel a réagi et le monde amateur. Les gens dans la salle étaient les premiers à reconnaître, voici un grand monument musical dans l'histoire de la musique. Oui. On a parlé effectivement de la part de lumière qu'on peut associer à la neuvième de Beethoven. Parlons maintenant un peu de la part d'ombre du concert qui va jalonner la première partie. Donc, c'est beaucoup de la musique, un peu de moderne et ou également de la musique ancienne qu'il va y avoir. Une pièce de Ernst Bloch, un traditionnel en yiddish arrangé par vous, Mathias Matte, le Miserere de Gregorio Allegri et une création de William Kraushaar, qui est un chanteur d'art choral et qui est également compositeur. Höre auf meine Stimme.
Euh, donc, parlez-nous un peu de la sélection que vous avez faite de ces œuvres-là et en quoi Oui, elle se lie avec la deuxième partie. oui. Au fond, la question est toujours quand on fait un programme, est-ce qu'on veut un beau programme musical qui plaît aux gens ou est-ce qu'on veut une expérience de vie? Et moi, je trouve toujours, idéalement, c'est les deux. On réussit pas toujours parce que voilà, c'est pas toujours évident de trouver un concept, une idée qui met vraiment en valeur une expérience musicale qui va un peu plus loin, qui parle des choses de la vie, de la mort. Alors ici, on a un concept qui d'un côté, met de l'ombre en contraste avec la lumière. De l'ombre dans la première partie parce que les pièces, toutes les pièces qui ont été sélectionnées parlent de ce qu'on appelle de profundis dans la musique sacrée, donc de la détresse, du désespoir face à la vie et la mort et cette sensation d'être sans espoir et être perdu dans le monde. Et donc ça, finalement, dans le programme, va mener vers le triomphe de Ode à la joie, composée, mise en musique par Beethoven. Et c'est un peu ça ce qu'on veut vivre, nous, sur scène, les musiciens, et les gens dans la salle. Alors, oui, c'est musical, et bien sûr, mais la thématique vise un peu plus loin que juste proposer la belle musique pour une belle soirée de Saint-Valentin. Mhm. Alors, quand on regarde ça, il y a trois lieux qu'on propose. D'abord, on va dans une synagogue où un cantor va chanter pour nous d'abord c'est comme une prière, un explore, une très très belle pièce du XXe siècle pour cantor et chœur. Et puis une chanson traditionnelle, Oi Dorten, une chanson, je l'ai entendu une fois, ça fait longtemps dans ma vie et j'ai jamais oublié la mélodie. Donc depuis, j'ai cherché une façon de l'intégrer dans les programmes. Alors ici, cantor, corps, chœur et orchestre vont présenter cette chanson qui parle de la dernière rencontre d'un jeune couple qui doit se séparer une fois pour toutes parce que à cause de la pauvreté, lui doit quitter, doit aller en Amérique, elle doit rester dans l'est de l'Europe. Après, on change de la synagogue, on va aller directement à la chapelle Sixtine. 17e siècle, avec la pièce sacrée le plus fameux du 18e, 17e et 18e siècle. Même Mozart, plus tard, a essayé d'écrire cette pièce après l'écoute. Et pourquoi il fallait l'écrire? Parce que l'Église catholique avait interdit de publier cette musique, tellement la musique a été considérée magique, unique. Et on dirait c'est comme des voix d'anges qui nous parlent des yeux de ce qui c'est être un être humain dans des circonstances difficiles. Et d'ailleurs, c'est même le mot holocauste qui apparaît dans les textes à l'écrit. Alors là aussi, il y a une connexion directe qui se fait pour nous au XXIe siècle qui connaissent l'histoire. Euh, et après, donc synagogue, chapelle Sixtine, là, on revient à Montréal, à la Maison symphonique, avec un compositeur montréalais, Willem Krauss, qui se représente parce qu'il chante dans le chœur. Il va être un des chanteurs pour la première de sa propre pièce. Et le texte qu'il a choisi, je n'avais rien demandé, je n'avais rien proposé. C'était vraiment lui qui a choisi. Même sans que je lui ai parlé de ce concept pour le concert, il a choisi ce texte qui est la version allemande de De Profundis. Alors, c'est le cri de désespoir lancé du bas de la cave pour qu'on soit sauvé. Alors, ça a vraiment donné comme ça que on parle d'abord du côté noir, sombre de la Lune, pour finalement passer dans la lumière en deuxième partie. Mhm. Donc, c'est vraiment un agencement entre de la musique de plein d'époques. On a du romantisme, du 20e siècle, du baroque, de la musique moderne, si on peut dire, ou contemporaine, dans la mesure où elle est de notre temps, avec un langage. Pour connaître un peu la musique de William Krauss, hein, on est beaucoup dans des sonorités très, très tonales, Ouais. très bien construites. On n'est pas dans de l'expérimental. Euh, mais donc, ça va être un beau défi aussi pour vous de l'interpréter. Est-ce qu'il y a une pression un peu à savoir que le compositeur, non, il n'est pas dans l'assistance, mais il chante sur scène?
Mais je le connais très bien, on travaille souvent ensemble et c'est pas la première pièce qu'il a. Il a aussi écrit une très belle pièce pour Ensemble Choral qu'on a endisqué d'ailleurs pour Atma. Euh, mais moi, j'adore ça parce qu'en musique classique, on est trop habitué à les compositeurs soient déjà morts et comme ça, le chef d'orchestre devient comme le prêtre qui sait tout. Et ça, Mhm. c'est pas correct. Et j'ai souvent observé que pour les musiciens, c'est difficile à s'exprimer par rapport à la qualité d'une pièce parce qu'on n'est pas juste habitué à penser qu'est-ce qui est bien ou pas bien dans une pièce. Ça suffit juste à que Beethoven, c'était bon, Mozart, c'est bon, et les autres sont moins bons. Alors, je trouve que c'est très important qu'il y a comme un inversement de ce rôle. Un compositeur, la tête créative, est là, il peut indiquer dans quelle direction l'interprétation devrait aller. Mhm. Et comme ça, on peut aussi directement s'échanger par rapport à certains aspects de la pièce et juste vivre une autre expérience. Alors, d'ailleurs, tout ça sera fait aussi avec des instruments d'époque. Donc, faire la musique avec des instruments qui ne sont pas nécessairement faits pour ça, ça aussi, je trouve ça intéressant. Et ça s'ajoute à l'autre aspect que dans notre monde un peu cartésien, où on veut toujours tout soit bien aligné de A à Z, il y a comme une ligne droite. Quand on regarde la programmation à travers de l'histoire, c'était jamais comme ça. Mhm. Les programmes étaient souvent très longs, 3 4 heures. Il y avait un peu de tout parce que c'était ça pour les gens en location d'avoir une effervescence de musique. Alors, c'était pas important d'avoir vraiment un concept qui marche bien pour les demandes de subvention. C'était vraiment de livrer une expérience de vie qui fait partie de la vie sociale. Et c'est un peu comme aller à un buffet. On veut Mhm. pas juste avoir comme un mets, un plat, non, c'est un peu de tout, mais ensemble, c'est quel plaisir et quelle expérience. Et donc, il y a toutes sortes d'aspects là-dedans qui sont allés dans la création du programme. Et alors, c'est pour ça, pour les gens qui connaissent bien l'ensemble Caprice, sont pas trop surpris qu'on a vraiment beaucoup d'époques différentes, beaucoup de situations différentes, mais il y a quand même un fil conducteur en arrière. Oui. Et beaucoup d'époques, beaucoup de styles différents. C'est votre marque un peu de commerce, on pourrait dire. Ça fait partie de votre identité qui réunit vos passions pour la musique, euh, de la musique chorale et de la musique instrumentale. Si on part sur l'ensemble art choral spécifiquement, le concert est un peu à l'image de la mission d'art choral actuellement avec sa série de disques art choral où vous faites une rétrospective, une anthologie presque de la musique chorale de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez fait paraître deux nouveaux albums très récemment, un en fin 2024 et il y a 2 semaines euh, en 2025, donc dédiés respectivement à la musique baroque. C'est le baroque 1, volume 2, et la musique moderne. Donc, encore une fois, deux extrêmes opposés finalement. Donc, parlez-nous un peu brièvement, en quelques mots, de chacun des albums. Comment dirais-je? Est-ce que c'était calculé que vous sortiez euh, les deux à ce point rapprochés, dans des styles si opposés pour un peu apporter une idée de contraste, ou est-ce que c'était le hasard du calendrier? Il y a 15 disques au total. Déjà, en disque 11, il y a 4 qui vont venir. Donc, effectivement, la question de calendrier, de gestion d'un si grand projet, c'est une question très importante. Mais personnellement, j'aime beaucoup ce contraste. En Hmm. général, en musique classique, on a un peu la tendance d'être mis dans un tiroir et c'est difficile à en sortir. Donc, tout le monde est spécialiste pour quelque chose. Mais dans la vraie vie, moi, je trouve que ça peut être comme ça, bien sûr, mais ça, c'est pas nécessaire non plus. Alors, moi, comme je suis instrumentiste et souvent associé avec la musique ancienne, mais je suis aussi compositeur qui travaille avec toutes sortes de sons d'aujourd'hui. Donc, j'ai jamais trop compris pourquoi il faut absolument être spécialisé, faire une seule chose. Donc, personnellement, ça m'amuse beaucoup de voir qu'une coïncidence comme celle que vous avez mentionnée. Donc, il y a deux albums qui sortent et qui sont de contenus, de teneurs très différentes, avec les mêmes personnes, la même organisation. Et oui, c'est possible. Et en général, d'ailleurs, on observe que le monde de chorale est beaucoup plus ouvert d'esprit à cause de l'habitude. On est habitué à, mais on chante juste
à travers des siècles, c'est pas un problème. En musique classique, on fait toujours cette distinction entre les instruments modernes et les instruments d'époque, etc. Donc, on est vraiment plus confiné. Alors, personnellement, j'aime beaucoup cette liberté artistique en résulte. Et voilà un des résultats de ça. Oui, oui, puis il y a des parallèles à faire aussi parce que si on prend le plus récent, l'album moderne, euh, il y a, il y a du Bruckner, il y a du Jake Runestad et il y a beaucoup de compositeurs qui, Bruckner par exemple, s'est inspiré de la musique ancienne pour écrire sa musique chorale beaucoup. Si on pense au motet Os Justi, par exemple, qui est vraiment inspiré de la musique de la Renaissance. Euh, donc, vraiment, il y a un lien thématique aussi qui est totalement logique dans ça. Tout à fait, absolument. Et je veux dire, c'est vraiment ça que, dans ma propre vie, je me suis toujours inspiré par le travail des précurseurs. Donc, comme compositeur, justement, j'étudiais les œuvres des grands maîtres pour être capable de suivre d'une certaine façon des accomplissements du passé. Et ça, c'est une bonne façon de vraiment rejoindre le passé avec le présent, parce qu'à mon avis, c'est ça la musique du futur. Et d'ailleurs, quand vous regardez un peu ce qui se passe depuis 20 ans dans les milieux, une des choses qui a complètement changé la musique, c'est l'advénement des systèmes de notation par l'ordinateur. Tout d'un coup, beaucoup de compositeurs écrivent de façon tonale parce que juste le système de notation le permet et rend ça assez facile. Et les gens dans la salle aussi demandent la musique qui vaut leur investissement de payer pour un billet de musique. La mentalité a beaucoup changé. Donc aujourd'hui, pour ceux qui veulent faire la musique expérimentale, c'est sûr qu'il faut trouver des lieux très spécifiques qui sont aptes à accueillir cette musique. Mhm. Oui. Quelle est la différence que vous notez, que le public pourra noter entre l'album de Baroque 1 et Baroque 2 qui a été sorti avant? Est-ce il y avait une volonté de, de étant donné que l'époque baroque est une époque extrêmement riche en musique chorale, de pouvoir en donner un plus vaste panorama, ou est-ce qu'il y a une évolution thématique que vous aviez voulu explorer en séparant l'époque baroque en deux volumes? Euh, L'époque baroque est particulière parce qu'il y a comme 2 siècles qui jouent un rôle dans le XVIIe siècle au complet, on pourrait dire. Et puis la première partie est pour la première partie du baroque. Puis 1700 à 1750, c'est un autre style de composition qu'on associe avec le baroque tardif, des Hmm. compositeurs comme Bach, Handel, que tout le monde connaît. Les compositeurs du XVIIe siècle sont beaucoup moins connus et leur musique expérimentale et très rafraîchissant et très différent. Alors, pour moi, oui, c'était un peu naturel de séparer une chose de l'autre parce que les, les madrigaux d'un Gesualdo ou d'un Monteverdi, on peut vraiment pas Hmm. comparer avec un motet de Jean-Sébastien Bach. Et c'est pour ça, c'était une séparation un peu naturelle pour moi. Oui. Là, en terminant, quelles sont les époques qu'il vous reste à couvrir, sans trop donner le détail sur le contenu, mais qu'est-ce qui s'en vient prochainement pour les prochains arts chorales? Pour le projet Choral, Oui. mais on va endisquer cette année, au mois d'octobre, un disque Choral Broadway. Oh. Imaginez-vous. Et on vient de faire d'ailleurs un projet très intéressant avec Gideon Sellermeyer, le cantor à la synagogue Shah Hashomayim, avec du répertoire pour cantor et chœur a cappella. Donc, un répertoire que seulement ceux connaissent qui vont dans la synagogue. Donc, pour moi aussi, c'était tout à fait nouveau de Hmm. faire ce genre de répertoire qui est très comme des mini-scènes d'opéra, mais pas avec orchestre, donc avec un soliste de cantor et avec un chœur a cappella. Très inspirant parce que comme un nouveau chapitre avec une musique que j'ai jamais entendue avant. Alors, on a fait tout un disque avec la musique qui n'a jamais été disqué ici à Montréal. Alors, ça, c'était aussi très, très spécial. Mais en général, je dirais, pour la musique vocale,
il ne te ferait pas avoir des limites à rien. Exact. C'est la voix humaine qui compte et pour moi, c'est justement ça le terrain de jeu où il faut se laisser aller et être capable en même temps de se mettre au défi, donc apprendre tous les styles différents, être capable de réaliser, interpréter de la musique qui est pas nécessairement dans sa propre zone de confort. C'est vraiment un appel à se développer. Alors, avec Ensemble à chorale, on est vraiment en plein dedans pour vivre cette expérience parce qu'au fond, c'est tout ça ce que la musique est, c'est une expérience, c'est pas des devoirs scolaires où, oui, je vais bien faire mes devoirs, non, c'est une expérience de vie et c'est ça ce qu'on veut faire, créer et faire. Hmm. Bien, vous êtes bien parti, vous êtes en selle pour faire vivre ça au public montréalais, qui pourront le vivre en concert ce vendredi, le 14 février, à la Maison Symphonique, et dimanche, le 7 février, à la salle Raoul Jobin du Palais Montcalm à Québec. Allez-y pour entendre la neuvième de Beethoven avec un programme en première partie euh, dédié plus à la prière de Profundis avec de la musique de Ernst Bloch, traditionnel yiddish, le Miserere de Gregorio Allegri et une création de William Kraushaar. Mathias Martin, merci beaucoup de nous avoir parlé du programme. Merci et un grand plaisir.